Même s'il est un peu tôt. Hop. Est-ce que Luc, du coup, je me permets aussi, tu as Oui, bien des sûr. questions sur le déroulé, sur qui on est aussi, parce que je ne me suis pas spécialement présentée. Non, mais écoute, on avait déjà bien échangé déjà avec Robin Avec en Robin, amont. ouais. Ouais, donc du coup, moi, le diapo, je l'avais depuis un petit moment, donc nickel. Et puis voilà, donc après, on va essayer de faire au mieux. Voilà, donc c'est un exercice sur lequel on a l'habitude au niveau du CVRH généralement. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de questions trop RH, c'est ce que je disais à Robin, parce que c'est vrai que moi, du coup, je suis Ouais. pas quand même pas dans les RH opérationnels. Mais bon, voilà, on va, dans tous les cas, adaptabilité, agilité, sans souci. Et puis voilà, vraiment, non, ça va être cool. Donc, merci encore. Parfait. Belle initiative, bravo en tout cas pour ce que vous faites. J'ai regardé du coup un petit peu plus votre site internet, tout ça, là, c'est vraiment chouette. J'aurais bien aimé que vous existiez il y a 15 ans. Voilà, ça aurait été pas mal. On l'a lancé parce qu'on vient du secteur public et qu'on s'est fait Et cette ouais, réflexion alors il n'y a ouais, pas 10 ans, il y a un peu moins, mais ouais, non, mais c'était c'est ça des belles réflexions quoi, qu'il faut le avoir point de aujourd'hui. départ. Ouais, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Robin, ça va? Bah oui, ça va, ça va, ça va. Oui. J'étais un peu stressé, mais ça C'est va. T'es un vrai. peu stressé? Bon alors. Ouais, Bah, bon. j'étais stressé, je me suis dit, j'ai jamais fait d'exercice comme ça. Après, c'est une discussion, donc ça va aller. Oui, ça va bien se passer. Tu vas voir, j'aime bien parler généralement. Oui, oui, Tu vas pas avoir- je crois qu'on se retrouve sur ce point. On va prévoir 3h30 au final. Je serai que ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que Robin, tu as aussi une mission qui est celle d'être maître des horloges, Ça, c'est comme pas on plus dit. facile, Et hein. donc, du coup, moi, j'ai une petite tactique que Ouais. j'utilise, que je peux te dire, c'est que tu passes à la slide suivante, ce qui permet de visuellement pouvoir dire à ton interlocuteur, là, ça serait bien de raccourcir un petit peu. Ok. Et tu vois, de passer à la question suivante, c'est un petit indicateur visuel qui permet de Du coup, gérer un peu le timing. en termes de timing, vraiment sur le diaporama, vous prévoyez quoi? 30 minutes, 40 minutes? Parce que si vous prévoyez quoi? 10 minutes, 15 minutes de questions à la fin? Ouais, il faudrait laisser 10 minutes de questions, mais on peut partir sur 40 minutes. C'est bien, hein, on est quand même confortable. Je pense qu'il faut par contre qu'on se dise qu'à 14 heures, les gens reprennent leurs Hmm. activités. Et donc, du coup, il ne faut pas trop Ouais, déborder. Il ouais, c'est faut sûr. vraiment qu'on se fixe 14 heures pour Mm. terminer, Yes. en sachant que les questions, on possiblement les prend au fil de l'eau. S'il n'y a pas vraiment énormément de questions, ça permet aussi d'être sur un échange dynamique et pas juste Ça marche. une discussion entre vous deux. Et ça, du coup, Très pour bien. que toi, Robin, tu sois confortable et bien dans ta discussion, moi, je m'occupe de regarder le chat et de vous couper en disant, OK, il y a une question pertinente qui rebondit sur ce que vous dites. Ok. Sans- Et enfin, tu fais une intro d'abord de profil Ouais, il y a une public, petite c'est intro. ça? Oui, oui, oui. Moi, bon, Euh, alors ça prend 5 minutes, hein. Je présente juste effectivement qui on est, profil public, le programme ambassadeur pour expliquer un peu le contexte de la webconf. Et puis ensuite, je te laisse toi introduire le sujet, te présenter, enfin, passer la parole à Luc pour qu'il se présente ensuite. Et puis après, ok, ouais, moi, c'est 5 minutes introductives, hein. C'est vraiment pas plus. pas de souci. J'ai pris mes notes, j'espère que je vais pas trop avoir le nez dans les notes. Ça va Mm. être ton rôle, Robin, de me sortir. Normalement, non. Enfin, voilà, je sais qu'au début, les premières questions, généralement, ça va être un peu ça, mais après, au fur et à mesure, ça va partir. Mais ça va le faire. Ouais, après, je pense que pour ton parcours, il n'y aura pas besoin de notes. Ah, C'est la oui, première question. c'est que ça part un peu dans tous les sens, donc je vais essayer de. Ouais, je vais résumer ça, t'inquiète. On va gérer ça entre Savoyards. Ou Savoyards. Moi, ça va, j'accepte. Je suis ouvert. Ah, écoute, je te dis, j'étais pas très loin de la frontière, donc j'accepte aussi les Hauts-Savoyards. Bah, vous avez intérêt, hein. Oh bah, vous êtes issu d'où, à ton avis, toi? Franchement, la Haute-Savoie, c'est qu'une création administrative, voyons.
Et d'ailleurs, sur la petite présentation là, qui dure pas longtemps, mettre profil public, etc., c'est les premières slides, hein, tu as bien en tête. Du coup, je te laisserai juste pour le coup les C'est basculer. réenchanter et couper vos micros, c'est ça? Ouais, exactement. Réenchanter, là, je vais présenter, c'est quand je présente qui on est profil public et le programme ambassadeur. Après, tu bascules, dès que j'ai un peu terminé, tu bascules sur couper les micros. Du coup, là, je rappelle juste, d'ailleurs, il faudra que je pense à l'avenir, je la bascule je les échange ces 2 slides, mais de bien couper les micros, etc. Mais bon, ça c'est rapide. Et surtout, plutôt de les engager à poser leurs questions et à rendre les échanges interactifs. Et puis après, je te laisse la main. Il y a déjà 10 personnes dans la salle d'attente. On va attendre quand même. Du coup, c'est majorité des gens territoriales de l'État, tu sais, Léa, ou pas du tout? C'est vraiment 50-50. Ouais, je sais à peu près parce qu'on voit avec les adresses mail pro, mais il y a vraiment les deux. D'accord, Il y a vraiment les deux. ça marche. Mais ce sujet, mine de rien, ça a très vite répondu. En plus, avec le mois de mai, gruyère comme il a été, les communications en général, c'est plutôt, enfin, c'est pas l'endroit où il y a le plus de caisses de résonance. Et Ouais. franchement, le sujet intéresse, quoi. Ah oui, je Il y a pense, pas effectivement. de Ouais, questions. bon, bah, ça, c'est cool. Ouais, non, C'est c'est clair. cool. Puis nous, ça fait complètement le lien avec le manifeste qu'on a coécrit avec le programme ambassadeur, enfin la promo des ambassadeurs de cette année. Du coup, Et puis la marque employeur, il y a beaucoup de ouais, choses qui sont très reliées, pertinent. effectivement, ouais, ça va être très, très proche. Ils sont super vos documents d'ailleurs, j'ai regardé là, le truc sur la marque employeur était vraiment hyper bien foutu. Le livre blanc, Ouais, les 10 ouais, propositions. celui-là, il faudrait qu'on le réactualise. Parce que celui-là, c'est le premier document, enfin le premier un peu livrable qu'on avait fait. Et c'était en 2018, donc du coup, c'était vraiment un moment où nous, on était plutôt sur l'évangélisation du sujet. On avait Ouais. presque parfois l'impression de dire un gros mot dans certains contextes. Et maintenant, c'est sur toutes les tables. Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu de davantage faire le lien avec nos autres documents et qui est aussi de dire que justement, c'est tout le process de recrutement qui est impacté. Et Tout à fait. peut-être aller un petit peu plus loin et faire un petit livre blanc de 2, je pense. Ça vaut le coup. Ah non, c'est top. Franchement, je m'en suis Mais servi merci en tout cas. le mois dernier. Là, j'avais fait une présentation marque employeur, je m'en suis bien servi. Ouais, il était bien, bien intéressant. Bravo. Merci. Les 5 minutes. Et là, toi, Léa, t'es situé où là, géographiquement? Alors moi, je suis sur Montpellier. En fait, on s'est développé, initialement, on s'était lancé à Paris. Et Ok. ensuite, Sigrid, du coup, la fondatrice, et moi, on s'est délocalisé dans le sud. Elle a développé le pôle de Toulouse et moi à Montpellier. D'accord, ok. On est sur la grande région Occitanie, on va dire. Ah là là. Montpellier, quel bonheur. J'adore Ouais, cette ville. c'est vrai. Ouais.
Alors moi, c'était un choix d'implantation perso. Donc, Ah ouais, bah, je te comprends. Hein, ouais, je fais très exactement à 7, personnellement. D'accord, ok. Ah, trop bien, bah, j'en ai parlé ce midi. J'avais C'est vrai? une collègue qui mangeait une tielle. Ah ben, je suis en plein dans mon univers culinaire et culturel. À Montpellier. Moi, j'ai fait une toute petite partie de mes études et j'avais vraiment beaucoup aimé, quoi. Je pense que c'est Ouais. une ville, pour la jeunesse en tout cas, qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Il y a un nombre d'étudiants pas croyable, Mm. une dynamique culturelle qui est Ouais, sans ouais, ouais. pareil. Donc, ouais, c'est hyper chouette. Très, très Ouais, chouette. c'est clair. Yes. Et beau temps tous les deux, j'imagine, du coup, là aussi aujourd'hui. Bon, à Montpellier, on pose J'irai même pas pas la jusqu'à question. dire ça. Toi, non, Robin, t'as pas beau temps, là? Ça fait pas Ouais. moche. Enfin, c'est très nuageux, quoi. Mais Ah ouais, il n'y a pas d'orage, il pleut pas, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà après, chaud. on a eu une semaine très chaude, très ensoleillée la semaine dernière. Donc, Ah ouais. je vais pas Vous tirer la avez tête vu pour des la nuages. pollution de la fond de la vallée, là-bas. Comment? Vous avez la pollution du fond de la vallée. Ouais, voilà. Pour vous tenir chaud. Non, en vrai, en plus, il a fait hyper chaud, quoi. Ouais, ouais, bah là, c'est pareil ici. Ouais. Enfin, même aujourd'hui, là, il fait beau. Hein. Il fait 27 degrés là, cet après-midi, on est bien. Mm. Et cool. Bon, et ben voilà, on va y aller, non? Ouais, je vais admettre tout le monde et après, j'accepterai au fil de l'eau. J'attends juste Allez, une Robin, courage. petite Oui, oui, minute. ça passe, ça va Robin, bien. un coup d'eau et on y va. Voilà, c'est parti. Oui. Bonjour à tous et toutes. Vous devez être en cours de connexion. Perturbée par l'anglais, là. Pensez à peut-être Ok, nickel. Jusqu'à. couper vos micros dans un premier temps. Ouais. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Bienvenue et bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je disais peut-être couper vos micros pour la clarté des échanges, mais n'hésitez pas à laisser vos caméras pour que ça reste quand même plus humain. On va attendre 5 petites minutes que tout le monde puisse confortablement se connecter. Bonjour. Hop. Hop. J'admets en même temps. Il y avait un peu plus de 120 inscrits à peu près, donc on voit que le sujet intéresse, ce qui nous fait grandement plaisir. Alors, j'admettrai. On va attendre quand même quelques minutes parce que je vois qu'il y a pas mal de connexions en cours. Pause. Alors. Juste encore quelques minutes. N'hésitez pas à couper vos micros en arrivant. Laissez vos caméras, comme ça on peut se voir. Et je vous propose qu'on commence. J'essaierai d'accepter les uns et les autres au fil de l'eau. En tout cas, merci, bienvenue à toutes et tous. Merci pour votre présence nombreuse, puisque comme je disais, il y a eu pas mal d'inscrits sur cette webconférence. Donc, le sujet qui contribue justement à l'intégration des nouveaux agents publics qui contribuent à la marque employeur semble porter, en tout cas, vous semblez y porter de l'intérêt, donc ça nous fait très plaisir. Peut-être pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Léa Roux, je suis responsable média chez Profil Public. Donc, Profil Public, on est une plateforme d'emploi qui s'est lancé le défi de réenchanter le recrutement du secteur public. Plus concrètement, on est une plateforme qui est à mi-chemin entre un site média. L'idée, c'est de créer des contenus qui font découvrir aux candidats la variété des métiers du secteur public, les projets innovants qui y sont menés, pour in fine faire tomber un petit peu les idées reçues qui persistent sur le secteur et attirer les talents au service de l'intérêt général.
et à mi-chemin entre un site de recrutement où on accompagne en fait les acteurs du secteur public à travailler leur attractivité RH, ce qu'on appelle la marque employeur, et à valoriser leurs environnements de travail et les transformations qui sont à l'œuvre dans les organisations. Et à côté de ça, on a un programme qui s'appelle le programme Ambassadeur Profil Public. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'on co-anime avec un groupe d'étudiants et de jeunes diplômés des webconférences pour réfléchir ensemble sur le secteur public de demain et faire entendre aussi la voix des futurs agents publics que sont notre promo des ambassadeurs profil public. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux, Robin, qui va animer cette webconférence avec Luc. Je laisse Robin prendre la main, te présenter. Et au préalable, comme je le disais, n'hésitez pas à couper vos micros pour la clarté des échanges. Vous pouvez bien sûr laisser votre caméra allumée pour que ce soit un petit peu plus humain. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. L'idée, c'est que ça reste interactif et qu'on puisse poser les questions à notre intervenant du jour. Bonne webconf et Robin, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Robin de Turch. Je suis diplômé de Sciences Po Grenoble depuis à peu près 1 an et demi. Donc, mon expérience n'est pas très, très grande, mais pour le coup, à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte aussi que l'onboarding était quelque chose qui n'était pas forcément vu de la même manière en fonction des organismes, pas forcément traité de la même manière en fonction des organismes, et qui avait un peu une idée que l'embauche, ce n'était pas forcément que une étape du processus de recrutement, mais aussi il y avait une sorte de fidélisation à mettre en place autour de l'intégration des agents, qu'il y avait un avant et un après, et que les premiers mois d'une prise de poste sont plutôt décisifs, notamment dans l'idée de fidéliser les agents. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas trop de faire un traitement vraiment technique du sujet, mais plutôt de faire un échange sur les enjeux et puis les bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre qu'on accueille Luc de Alessandri, qui nous a fait vraiment l'honneur d'accepter l'invitation. Donc, il est accompagnateur en parcours, en projet professionnel et conseiller RH. Et aujourd'hui, il va nous partager son expérience. Donc, Luc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Robin, bonjour Léa, bonjour tout le monde. Je vois que j'ai plein de collègues dans le, dans le chat, la pression est énorme. Merci surtout pour l'invitation. Donc voilà, donc moi Luc de Alessandri. Donc Robin, tu as signifié mon intitulé LinkedIn, donc c'est comme ça que j'aime bien me présenter. C'est vrai que je suis plutôt, alors officiellement je suis conseiller en ressources humaines, donc au sein d'un centre de valorisation des ressources humaines, CVRH pour faire court. Donc CVRH, c'est une entité qui dépend directement de la DRH du ministère, des ministères écologie, énergie et territoire. Et donc, on est présent sur l'ensemble du territoire et on a les missions d'accompagner la formation continue de nos agents et aussi une dimension d'accompagnement des parcours professionnels, donc à travers du conseil à l'agent. C'est ce que je fais, donc la plupart de mon temps, et aussi une dimension d'accompagnement des services dans leurs pratiques managériales, dans les transformations, etc. On occupe aussi également des missions d'intégration, parfois, de nos agents. Donc, notamment, parfois, moi, je suis missionné sur des tutorats pour nos élèves sortis d'IRA qui arrivent dans notre ministère, ou les lauréats des concours de BOETH, donc c'est les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc pour nous, c'est vraiment une thématique sur laquelle on est régulièrement amené à travailler. Et sinon, pour parler de ma petite personne, donc moi de mon côté, je ne sais pas si tu me l'autorises, Robin. Donc je suis à la base donc de formation initiale en histoire que j'ai complétée par une année d'IPAG, donc à Montpellier, où après donc je suis rentré dans le secteur public en 2007 pour le ministère de l'équipement. Donc c'est un ministère que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Ce ministère qui est devenu par la suite des fusions, le ministère Transition Écologie, voilà. Et donc depuis, moi j'ai évolué dans ce ministère à travers une diversité géographique. Je suis passé par le Grand Est, je suis passé par Lyon, je suis aujourd'hui en Touraine, à Tours, et donc aussi j'ai fait une petite dispo dans ma carrière. Donc vraiment, j'exploite un maximum toutes les possibilités d'évolution, on va dire, du service public dans mon parcours professionnel. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai cette mission d'accompagnement des agents dans leur parcours professionnel que je fais depuis 3 ans et demi et pour lequel je trouve beaucoup de plaisir et j'aime beaucoup donc cette utilité que je cherche à donner donc à mes
compatriotes, on va dire, pour les aider à trouver de l'épanouissement. Et donc, notamment, les missions d'intégration en font partie. Voilà, pour ma petite présentation. Et juste, si je peux me permettre de rajouter une question, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu intégrer la fonction publique par toi? Alors, Peut-être je plus peux te dans faire le côté RH. je vais te faire une réponse officielle et puis une réponse moins officielle. Une réponse officielle, c'est parce que voilà, donc du coup à l'issue de mes études d'histoire, j'ai voulu faire de la recherche hein, parce que j'aimais bien ce côté-là, mais je voulais pas aller vers l'éducation. Sauf que c'était un petit peu long comme étude et c'était un peu bouché hein, aussi comme secteur. Et donc j'ai regardé un peu les possibilités à l'époque hein, et je suis tombé, pour être honnête, un peu par hasard sur les IPAG et j'ai passé les concours d'entrée à Montpellier. Et là, j'ai découvert l'ensemble des possibilités hein, donc d'intégrer la fonction publique. Donc, j'ai passé beaucoup de concours. C'est des années de préparation, hein, les IPAG, hein, donc pour la fonction publique. Et donc, j'ai passé beaucoup de concours. Et, et c'est vrai que là, j'ai passé un peu, j'ai pris le premier que j'ai eu, pour être tout à fait honnête. Et j'y suis allé. Et en fait, du coup, je ne regrette pas parce que du coup, ça m'a quand même permis de rejoindre un ministère qui était quand même, enfin, à l'époque, le ministère de l'Équipement avait vraiment une vraie culture hein, très forte, hein, qui était pas présent sur le territoire, avec des missions qui étaient très fortes aussi pour tout ce qui était service public, hein, donc les routes notamment, les transports, les choses comme ça. Et du coup, il y a eu une évolution des missions de ce ministère, de leur périmètre, qui m'a permis hein, d'aller sur d'autres secteurs, sur d'autres missions. Et aujourd'hui, je trouve beaucoup de plaisir justement à évoluer dans ce ministère. Mais un jour, peut-être que je n'exclus pas la possibilité d'aller vers d'autres fonctions publiques, territoriales ou vers d'autres ministères, qui sait. Voilà. Donc, voilà comment je suis arrivé dans le secteur public. Et du coup, tu as déjà une expérience assez riche et tu es passé par plusieurs forces. Donc déjà, tu as une expérience un peu personnelle de l'intégration, mais maintenant, en tant que conseiller RH, pour toi, quels sont les grands enjeux d'une prise de poste réussie dans la fonction publique? Alors, je pense qu'en fait, j'ai envie de poser la question un peu à tout le monde, quoi. Je pense qu'on a tous connu dans nos parcours professionnels, privés ou publics, hein, donc des journées d'intégration dans un nouveau poste qui a un contexte particulier, hein. Donc, c'est stressant pour l'agent, c'est stressant pour le service. Et très souvent, en fonction publique, pendant très longtemps, en fait, on a eu tendance un peu à penser que on a un poste vacant, on a quelqu'un qui arrive dessus, c'est chouette, ça prend un ETP. Mais voilà, après, on va peut-être pas forcément travailler plus sur le fait de conserver l'agent, de préparer son intégration, de donner des possibilités d'évolution. Il y avait vraiment cette logique de TP. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un contexte quand même qui a un peu évolué. Hein, donc, au niveau RH, il y a des nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, cette fameuse génération Z, notamment, dont vous faites presque plus partie, hein, Robin et Léa, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Qui ont des attentes très fortes hein, en termes de QVT, en termes de valeur, tout ce qui est aussi de la valorisation. Hein, et c'est une génération qui a besoin de se sentir valorisée, qui a besoin d'être stimulée en permanence. Et il y a aussi, donc, aussi une baisse d'attractivité générale hein, du service public qui se constate à travers la baisse de participation au concours, au poste. Hein, donc, ça a été démontré régulièrement que la fonction publique attire de moins en moins. Donc, du coup, une des dimensions, il y a une dimension de recrutement qui devient essentielle hein, aujourd'hui hein, par rapport à tous ces enjeux-là. Et une des dimensions du recrutement, c'est notamment l'intégration. On pourrait avoir tendance souvent à penser que le recrutement, c'est l'entretien, la fiche de poste, tout ça, machin. Mais derrière, il y a aussi la partie d'intégration que l'on a trop souvent négligée ou à laquelle on ne pense pas toujours, qui fait partie intégrante hein, justement de la démarche et qui va permettre notamment de débloquer donc certains grands enjeux. Donc moi j'en ai plusieurs hein, que j'ai identifiés quand tu m'as posé la question. Je vois déjà un enjeu d'attractivité, forcément. Donc l'attractivité, ça peut être à la fois au niveau du service public en général, hein, donc tout ministère, toute fonction publique confondue. Comment est-ce qu'on attire dans le service public? Qu'est-ce qui fait la force du service public par rapport au secteur privé? Qu'est-ce qui sont les points forts en fait qui donneraient envie d'aller travailler dans cet environnement? Donc il y a ça, mais il y a aussi l'attractivité pour une structure publique, hein, donc au niveau d'un ministère ou au niveau d'une collectivité dans la fonction publique territoriale. Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait envie d'aller dans les structures, d'évoluer, d'y rester et de s'y sentir bien? Donc l'attractivité, c'est un enjeu. Il y a un enjeu d'efficacité. Bien évidemment. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner des clés en intégrant une personne dans un nouveau poste. Il faut lui donner des clés pour être efficace et autonome dans ses missions. Il faut essayer de le motiver et lui donner surtout de l'engagement, en fait, hein, pour qu'il se sente engagé dans la structure dans laquelle il est, dans la culture dans laquelle il va évoluer et qu'il partage les valeurs de la structure dans laquelle il évolue. Je me Il y a permets un juste de enjeu te auquel on couper. pense.
Oui, pardon, dis-moi. Peut-être juste, est-ce que tu pourrais, peut-être pour ceux qui nous écoutent, préciser si tu as quelques exemples de, de leviers un peu différenciateurs entre le privé et le public qui pourraient être des leviers un peu d'attractivité aussi? Pour le secteur public? Voilà. Alors, je pense que très clairement, aujourd'hui, ce qui fait la différence avec le CRT. Alors, je vais parler un petit peu là pour ma propre paroisse, on va dire. Il y a des ministères, notamment au niveau du service public, qui aujourd'hui portent vraiment des valeurs qui sont essentielles pour les nouvelles générations, pour la société en général. Je parle de mon ministère, ministère Transition écologique. Très clairement, s'il y a bien une porte d'entrée pour porter ce genre de sujet, c'est bien le secteur public. Alors après, il y a des collectivités aussi qui s'emparent de ce sujet aussi de manière assez forte aujourd'hui au niveau opérationnel. Il y a tout ce qui relève effectivement de la QVT au travail, qui est très importante aujourd'hui. Il faut savoir que les nouvelles générations, et même les générations plus anciennes, recherchent aujourd'hui un meilleur équilibre entre la vie au travail et la vie personnelle. Donc ça aussi, ça en fait partie. Et c'est vrai que le secteur public a encore cette dimension-là de bonne articulation, donc à travers notamment les aménagements de temps de travail, les congés, les possibilités de faire du télétravail, des choses comme ça. Et après, j'ai envie de dire, il y a aussi la dimension de service public qui est toujours là aussi et qui fait partie d'une volonté forte pour certains agents de rejoindre et de servir le collectif à travers différentes missions, à travers différentes choses très opérationnelles. Et en plus, il y a cette volonté très récente, depuis une dizaine d'années, de rapprocher de plus en plus justement le secteur public du citoyen, du terrain, du territoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment démontrer tout ça et montrer que le service public a changé. Et je pense que c'est un peu aussi votre devise, un profil public. On essaie il faut le réenchanter entre guillemets. Et je pense qu'on ne le réenchante pas sur du vent. Il y a vraiment des vraies choses qui sont faites, qui sont mises en avant. Sauf que il y a encore des images un peu d'épinal qui traînent à droite à gauche, lesquelles il faut déconstruire et puis lesquelles il faut essayer de montrer qu'est-ce qui est réellement fait sur le terrain. Voilà. Je continue peut-être sur les enjeux, juste. Voilà, juste tu avais un dernier Ok. enjeu, après on passe peut-être aux Un enjeu auquel on ne parle pas toujours, c'est l'enjeu financier. Un enjeu d'intégration, donc une intégration qui n'est pas réussie. On ne pense pas à l'enjeu financier quand on est dans le secteur public, mais ça a des coûts. Dans le secteur privé, on estime qu'un recrutement raté, ça coûte 7 000 €. Chez nous, je pense que c'est peut-être pas en termes financiers de ce source-là, mais ça veut dire une personne qui va être démotivée, qui va être peu engagée, qui peut avoir un résultat négatif sur un collectif, donc a posteriori sur une mission de service public qui va être dégradée. Et donc, au final, c'est le citoyen en fait qui se retrouve avec un mode dégradé. Donc, du coup, un enjeu financier qui est là également, et un enjeu aussi de fidélisation. On y reviendra un peu plus tard. Il faut savoir que voilà, une période d'intégration, en fait, il y a ça a été montré qu'en fait, le premier jour, il y a 33% des gens qui se déclarent en fait rester ou non dans la société ou dans la structure vers laquelle ils sont arrivés, c'est par rapport à la qualité de l'intégration. Donc voilà. Donc il y a des grands enjeux, très clairement. Et après les enjeux, du coup, les étapes Ouais. d'une prise de poste, pour toi, quelles sont-elles? Alors, généralement, on va en avoir trois grandes étapes pour l'onboarding. Il va y avoir tout d'abord ce qu'on appelle le pré-boarding. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, onboarding, on fait partie du recrutement. Donc, c'est dans la même chaîne hiérarchique, on va dire. Et donc, du coup, le pré-boarding, c'est tout ce qui se passe entre la signature de la promesse d'emploi ou l'acceptation de la mobilité et le jour J, le jour où la personne arrive dans les locaux. Et donc, à partir de ce moment-là, souvent, chez nous, en plus, ça peut être long. Il peut y avoir 3 mois, 4 mois d'attente, des choses comme ça. Et du coup, là, il faut garder le lien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que l'agent a dit oui que du coup on l'attend et il se passe plus rien. Parce que l'agent il se retrouve dans une situation de stress. Donc il peut y avoir des événements familiaux en plus qui font qu'il va changer de ville, qu'il va changer de secteur, machin, etc. Il faut le rassurer. Le rôle là du manager, on y reviendra peut-être après, mais c'est d'avoir une communication qui soit continue à partir de ce moment-là jusqu'à l'intégration. Donc cette communication, elle va passer par des messages informels, des messages très formels, de mails, etc. Machin. Il y a un aspect vraiment sur lequel moi je retiens l'attention, c'est surtout il faut envoyer un mail pour dire comment se passera le jour J, le premier jour. Rassurer sur les horaires d'arrivée, peut-être le dress code, où manger, avec qui manger, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura un bureau, quel bâtiment, quel parking, quel train, etc. Voilà, ça c'est très important. À côté de ça, le manager aussi et la chaîne RH va s'occuper de tout ce qui est administratif. Il faut que la personne arrive dans un contexte où il est attendu,
où tout est clair. Donc, parce qu'on sait aussi que c'est souvent des soucis, hein, des primes qui ne suivent pas, des primes d'installation. Alors, en collectivité, ça peut être aussi des places en crèche, ça peut être des logements, des choses comme ça. Tout ça, pendant cette période de pré-boarding, ça se travaille. Et enfin, également, le manager, il va communiquer en interne auprès de ses équipes, auprès du collectif dans lequel l'agent va arriver, pour préparer en fait aussi et demander en fait quels pourraient être les retours en fait des collaborateurs sur place, sur comment est-ce qu'ils verraient l'arrivée, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour cette intégration, etc. Et également, c'est possible de mettre des gens en relation, cette équipe, avec le futur agent. Voilà. Donc ça, c'est l'étape de pré-boarding. Je vais un petit peu vite, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, on peut détailler un peu plus. Après, on a ce qu'on appelle l'étape de l'orientation. Donc là, c'est le jour J. Le jour J, là, vous arrivez, hein, donc on accueille le collaborateur. Et là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il n'y a pas un cas de figure harmonisé, mais il y a des minimums. Le minimum, c'est un bureau, un ordinateur qui fonctionne, un badge qui ouvre une porte, potentiellement un peu de sous sur un badge de café, ce serait pas mal aussi. Et très souvent, ce qui se fait, c'est un petit déjeuner d'accueil, voilà, un petit temps de convivialité où on va présenter l'agent de manière un petit peu informelle, dans lequel il se sent attendu. Voilà, il ne débarque pas comme un chien dans un jeu de quilles, hein, c'est vraiment, ça fait partie de cette intégration. Et également, pendant cette période d'orientation, on va en profiter aussi pour présenter donc l'équipe, l'ensemble des locaux, etc. En fait, on va vraiment l'embarquer, en fait, comme le dit le nom onboarding, hein, c'est de l'anglais, mais qui veut dire donc embarquement. Hein, donc vraiment, l'idée là, on monte sur le bateau. Le pré-boarding, c'est on achète le ticket. Là, on monte sur le bateau, donc c'est la période d'orientation. Et enfin, donc la troisième période, c'est la période d'intégration, où là, on attend à ce que l'agent conduise un petit peu le bateau, on va dire. Donc, où là, en fait, on va mettre en place un plan d'intégration, hein, et de formation qui va être suivi, adapté en fait au poste du nouveau collaborateur. Donc là, il peut y avoir plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un plan à 30, 60, 90, dans tous les cas. Ça, c'est par rapport à l'intégration de l'agent. C'est-à-dire que du jour 1 à 30, il va y avoir une familiarisation donc, de l'agent avec son environnement de travail, avec ses collègues, avec l'équipe, etc. Donc ça, c'est le premier mois. Ensuite, du jour 31 à 60, on va augmenter progressivement la charge de travail, en fait, par rapport aux connaissances et la pratique que l'agent va développer sur son poste. Et enfin, de 61 à 90, l'agent va apporter sa contribution en fait, à l'équipe et il va commencer à maîtriser les compétences clés, hein, donc du poste, etc. Ça, c'est vraiment sur la montée en compétences de l'agent, ce qui montre qu'en fait, qu'il faut vraiment débloquer du temps pour l'intégration. L'intégration d'un agent ne se fait pas de source, d'accord? Et c'est un investissement. C'est-à-dire que le temps débloqué pour cet agent, il ne travaillera pas opérationnellement sur ses missions, mais derrière, ça permettra en fait une efficacité plus rapide et une montée en compétences plus efficace derrière. Et après, derrière, il y a d'autres plans, on y viendra après, mais il y a aussi des plans de formation qui vont être proposés à ce moment-là. On va vraiment proposer à l'agent en fait des moyens pour qu'il se sente à l'aise, qu'il monte en compétences sur ce qui est attendu dans la fiche de poste, mais aussi sur ses envies et ses motivations. Généralement, donc ça c'est les 3 étapes, hein, pré-boarding, orientation, intégration. Tout ça, ça va de 6 mois à 1 an, grosso modo. On peut souvent conclure, hein, dans le secteur public que l'étape finale, ça peut être le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année suivante, grosso modo, où on pourrait faire ça. Mais ça pourrait être aussi la fin d'une période d'essai pour un agent contractuel, par exemple. Ça pourrait être des choses comme ça. Donc ça dépend de la type de poste, ça dépend de tout ça, mais en tout cas, se donner le temps, ça me semble vraiment important. Voilà, pour les étapes clés. Et du coup, dans tout ça, tu en as un peu parlé déjà, mais le rôle du service RH et celui des managers, quel est-il? Parce qu'on sent bien qu'il y en a besoin à la fin. Déjà que le temps il doit être libéré pour eux aussi, mais et pour le coup, comment dire, dans le pré-boarding, mais aussi peut-être dans l'idée de fidélisation, comment ça se passe, à quel point ils doivent, quel est l'investissement aussi? Alors, RH ou manager, dans les deux cas, c'est des acteurs clés de tout ce qui relève de la marque employeur. Donc, je pense que si vous êtes au fait, hein, de ce qu'est la marque employeur ou pas, la marque employeur, grosso modo, il y a 4 piliers, c'est l'identité de l'employeur, l'image interne, l'image externe et les pratiques managériales et RH. Donc là, on est vraiment pile sur le 4e pilier, hein, donc dans tous les cas, c'est les acteurs clés de tout ce qui est intégration par rapport à tout ça et de marque employeur. Pour les RH, en fait, je dirais il peut y avoir un double statut, parce qu'en fait, il peut y avoir la posture où dans les RH, on va inclure un service de recrutement.
en propre. Et par exemple, ce n'est pas le cas chez nous en FPE, enfin, c'est assez rare dans la fonction publique d'État, mais en fonction publique territoriale, par exemple, il peut y avoir dans les collectivités des chargés de recrutement à part entière qui vont faire ça toute la journée, quoi, grosso modo. Et là, dans ce cas, s'il y a une partie de recrutement qui est incluse dans les RH, du coup, le rôle par rapport à l'intégration, ça va être de s'assurer, ça va être eux qui vont prendre en charge justement cet aspect entre la signature d'embauche jusqu'à l'intégration. Ça fait partie du recrutement. Donc, du coup, ça va être aussi cette dimension-là. Si ce n'est pas le cas, les RH vont plutôt avoir une approche de fédérateur, en fait, une approche d'organisateur, on va dire plus généralement, en fait, pour mettre en place le cadre général d'onboarding de la structure en lien avec les différentes parties preneurs. D'accord? Donc avec les managers, avec les collectifs, avec le service logistique, j'y reviendrai parce que dans ta question, il manque en fait une partie, c'est le service logistique et informatique, à mon avis. Donc, Voilà. il s'occupe de tout ce qui est procédure, en gros, de créer une procédure. Ils vont bosser en fait tous ensemble pour mettre en place justement un processus harmonisé de onboarding au sein de la structure. D'accord? Donc, du coup, voilà. Après, les RH vont être un peu plus limités parce que, du coup, vu que c'est un exercice vraiment de recrutement, et le recrutement dans la fonction publique d'État pose sur les managers généralement. Enfin, il y a beaucoup. Donc, du coup, c'est plutôt le manager qui va prendre la main là chez nous. Ça va être un petit peu différent. Voilà. Donc, du coup, ça va être un peu ça. Et aussi, les RH vont avoir un rôle très important dans tout ce qui relève de la formation, bien évidemment, hein, dans tout ce qui permettra à l'agent justement de bénéficier de l'information relative à la formation, aux dispositifs qui peuvent lui permettre d'acquérir des compétences, etc. Voilà. Après, le manager, alors là, par contre, c'est le clé de voûte de l'onboarding. Hein, comme toujours, les managers, c'est devenu un petit peu les clés de voûte de l'ensemble du service public. Eux, pour moi, leur rôle, ça va être surtout d'avoir une très grande disponibilité à accorder à ce temps de onboarding et à la mise en place de cette procédure. Parce que du coup, eux, ils vont donc maintenir le lien de l'acceptation du poste et ensuite, ils vont cadrer la procédure avec un rétro-planning qui va être partagé, qui va être alors déjà développé de son côté, qui va être partagé ensuite avec l'agent, qui va être potentiellement réadapté, etc., pour vraiment voir en fait comment amener l'agent vers plus d'autonomie en fait, et puis de compétences dans ses missions. Et ensuite, donc, le rôle, ça va être aussi pour le manager d'accompagner l'agent, le nouvel agent, au sein d'un collectif, au sein d'une nouvelle structure, d'un cadre d'emploi. Et donc, du coup, c'est pour ça que la disponibilité est vraiment importante et que c'est à soigner quand on accueille un nouvel agent. C'est important, à mon avis, que le manager débloque au moins une demi-journée, voire une journée entière, dédiée à cet agent, uniquement. Parce que du coup, ça va être la porte d'entrée principale. Il va vérifier aussi qu'il n'y ait pas des difficultés d'intégration progressivement, avec l'écoute notamment des signaux faibles qu'on ne perçoit pas toujours, enfin les choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est comportemental. Et regarder aussi comment se passe l'imbrication de l'agent dans le collectif, etc. Et pousser aussi à avoir des temps d'échange, avoir des temps de feedback, de feed-forward, des choses comme ça. Et aussi, moi, je rajouterais à titre personnel que je trouve que c'est intéressant pour un manager d'essayer d'aller sur du management par le talent dans ces cas-là. Parce que souvent, c'est quelque chose en fait qui pourrait manquer dans la fonction publique. Je pense qu'il a manqué pendant longtemps, c'est qu'on on s'est un peu trop caché derrière les corps et les grades des agents qui arrivaient. Et en fait, là, ce qui me semble intéressant dans un processus d'intégration, c'est aussi de prendre le temps de savoir le parcours professionnel de l'agence, quels sont ses points forts, qu'est-ce qui pourrait apporter un plus en fait par rapport aux attendus de la fiche de poste, par rapport à la au collectif, etc. Donc vraiment reconnaître l'agent en fait dans sa totalité et non uniquement sur son corps d'appartenance. Et enfin, donc, par rapport au rôle, ce que je te disais, ne pas oublier surtout dans tout ce processus les services support, donc informatique et SG en général, qui ont un rôle très, très important le jour J notamment, parce que c'est eux qui vont notamment donner les badges, l'informatique, les accès donc à l'intranet, aux applications métiers, les badgeuses, les choses comme ça. Ça paraît tout bête, mais sinon, il n'y a rien de plus déstabilisant d'arriver dans un environnement où on n'est pas attendu en termes logistiques et du coup ça va donner vraiment une sale impression. Donc voilà, et aussi l'agent d'accueil, mine de rien. Quand on arrive à un endroit, c'est bien que l'agent d'accueil soit au courant qu'il y a une nouvelle personne qui sache orienter d'une manière pédagogique et bienveillante, etc. Voilà, grosso modo pour moi les rôles principaux de ces deux services. Alors pour toi, est-ce que peut-être tu as un parcours d'intégration idéal à nous partager? On a déjà parlé un peu des étapes clés, mais là, plus un parcours type, on va dire, à nous partager. Est-ce que tu crois que si je dis le mien, là, au CVRH, je vais avoir des bons points pour l'évaluation? Je dis ça parce que j'ai ma chef dans le public. Non, du coup, un parcours idéal, pour moi, c'est un parcours d'onboarding qui déjà se veut sincère et bienveillant. Donc ça, c'est clair et net, et qui soit en lien avec la promesse employeur.
Donc, c'est-à-dire qui porte vraiment les valeurs qui soient véhiculées par la structure. Si une structure se dit dynamique, moderne, innovante, tout ça, et qu'on arrive dans un service où il y a Windows Vista, où on n'a accès à rien, où on ne cherche pas à faire de la création, ça va être compliqué. Et là, directement, on a un onboarding qui va aller dans le mur. Donc, c'est un onboarding voilà, sincère, bienveillant, mais qui est aussi réfléchi. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. On ne fait pas du cas par cas à chaque fois, à chaque nouveau agent. L'idée, c'est vraiment de le préparer en amont, donc avec les services RH, avec les services support, avec les managers, avec le collectif, même aussi, la direction aussi plus généralement, pour savoir comment est-ce qu'on veut accueillir les agents, généralement. C'est bien de faire une journée d'intégration, et tous les services en font généralement, voilà, mais c'est une fois par an généralement, ou 2 fois par an. Et des fois, il se peut passer 4-5 mois entre-temps. Donc du coup, quand même, bien penser aussi à cette dimension-là. Et aussi un parcours idéal, c'est un parcours pour moi qui mêle de la communication, de l'originalité et surtout de la créativité. Enfin, il faut que, alors on parlait tout à l'heure de l'image du service public, cassons ces codes, voilà, du service public, papier, machin, tout ça. Aujourd'hui, on l'a vu avec le télétravail, avec les confinements et choses comme ça, on a des applications gratuites, des choses comme ça, on peut faire plein de choses en termes de créativité, en termes d'interaction, voilà, avec les agents entre eux, etc. Donc, je pense qu'on peut se permettre aussi d'oser, d'aller vers quelque chose voilà, de novateur et d'innovant en fait à travers ces méthodes-là. Voilà, on peut utiliser Slack, on peut utiliser Klaxoon, on peut utiliser des outils collaboratifs pour justement faire des choses entre la personne qui va arriver, les personnes qui sont là, poser des questions, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi important. Du feedback à gogo, donc du feedback, c'est-à-dire voilà, tout le long des 6 mois, là, il ne faut pas hésiter en fait à faire des temps qui soient prévus toutes les semaines, toutes les 2 semaines avec l'agent et s'autoriser à entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est-à-dire, c'est bien de savoir ce qui va bien, mais c'est bien aussi de savoir ce qui ne va pas. D'accord? Et c'est pas de faire du jugement ou n'importe quoi. Ce qui ne va pas, il faut l'accueillir, il faut le comprendre et essayer de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, plus généralement là-dessus. L'idée, c'est que voilà, l'agent il se sente attendu quand il arrive sur un poste, qu'il soit rassuré, donc du coup, il sera motivé à poursuivre. Et ensuite, au bout de quelques semaines, qu'il soit compétent et qu'il puisse innover. Et à terme, c'est ça aussi l'idée, donc là, je mets un peu ma casquette de conseiller RH et de CMC, c'est que l'agent aussi il soit en possibilité de se projeter dans le service public ou dans la structure. Voilà. Donc c'est tout ça en fait, l'onboarding, c'est pas que l'étape d'intégration, ça va aussi vers bien plus loin quand on y réfléchit. Et les leviers pour améliorer l'expérience collaborateur, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois comment dire, le fait d'arriver soi-même dans une structure, mais au final, on arrive dans une équipe aussi. Donc, on reste aussi, comment dire, on n'est pas juste un nouvel agent, on est un nouvel agent souvent dans une équipe, donc avec des collaborateurs, donc on est nous-mêmes aussi collaborateurs. Est-ce que tu as quelques leviers pour améliorer cette expérience-là aussi? Tu nous as parlé d'une Slack ou d'un Ouais. Klaxoon, mais est-ce qu'il y a des choses à mettre en amont comment dire, de l'arrivée et puis pendant aussi, sur les premiers mois peut-être? Alors, si on va sur la découverte de la personne, voilà, par rapport à ses talents, par rapport à ses compétences, on va dire, extra, tout ce qui va être de la convivialité, ça me semble vraiment très intéressant. C'est-à-dire, on peut intégrer un agent avant sa prise de poste, l'inviter par exemple à une journée de service, l'inviter à une journée des vœux, des journées de convivialité, des choses comme ça, voire au resto ou en after work ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne fait pas travailler l'agent avant sa prise de poste. Donc l'agent ne vient pas bosser avant, ça c'est voilà. Mais du coup, voilà, donc ça fait partie des choses. Et en fait, surtout, ne pas hésiter, je pense, à ce que l'agent propose de la créativité. Ce que je disais, par exemple, propose un portrait de lui-même. Alors, ça peut être un portrait chinois au plus simple, ça peut être un portrait vidéo, ça peut être un portrait de photo, par exemple, des choses comme ça. Ça peut être vraiment de la créativité qu'il faut s'autoriser et qui va donner envie à l'équipe d'en savoir plus aussi, de vouloir en savoir plus sur l'agent. Et du coup, ça signifie aussi que le manager doit communiquer régulièrement avec son équipe sur les étapes d'intégration. C'est-à-dire qu'avant que l'agent arrive, leur dire, voilà, c'est telle personne qui va arriver, il ou elle vient de telle structure, à ma connaissance, il a fait ça, si vous avez des questions. Alors, les réseaux sociaux, aussi, LinkedIn, mettez-vous en connexion avec sur LinkedIn, n'hésitez pas à échanger. Moi, quand je suis arrivé au CVRH, je sais que j'ai eu ma mutation acceptée, j'avais 3 demandes du CVRH que je ne connaissais pas. Et du coup, maintenant, je les connais très bien, mais du coup, voilà, ça m'a permis aussi d'aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien dans leur mission, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Et du coup, le jour J, j'ai fait, ah, mais c'est toi. Et puis, du coup, voilà, j'ai des questions par rapport à leur parcours, tout ça. Donc, c'était assez Donne des intéressant. sujets de conversation. Exactement, voilà. Et après, du coup, les leviers pour améliorer l'expérience, moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut vraiment… donc, c'est une amélioration
l'amélioration continue pour moi, l'onboarding. Donc, on peut avoir une procédure qui va être écrite, tout ça, mais on peut toujours faire mieux, comme tout dans la fonction publique. Et du coup, je pense qu'une approche en design, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment, en fait, voilà, donc regarder ce qui a été fait. Et du coup, c'est pour ça tout ce qu'on a vu là, donc les différentes étapes, tout ça, derrière, ça doit se mesurer. On en parlera après. Donc, effectivement, ça doit se mesurer d'une certaine manière et on doit l'exploiter en fait pour la suite. Voilà. Parce que chaque cas va être aussi un peu différent, même si on peut avoir des procédures harmonisées. Chaque cas fait face à une personnalité différente, voilà. Et du coup, c'est aussi un exercice managérial qu'il faut être très agile, voilà, sur certains points. Donc, du coup, voilà, il faut cette approche en design pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, comment l'améliorer de telle manière, etc. Ça en fait partie. Et puis Et ça, surtout, bah, voilà. est-ce que c'est Ouais. aussi des activités que tu peux mener en équipe, pas uniquement Oui, forcément manager, c'est exactement ce que j'allais manager. dire. Ok, Qui m'a d'accord. pris. Pardon. Et effectivement, voilà, après, il y a tout ce qui est dû à la mobilisation du collectif qui me semble vraiment hyper intéressant et important. Et du coup, il y a vraiment cette dimension en termes de petits outils qui peuvent être sympas dans l'onboarding, c'est la mobilisation d'un, alors c'est un anglicisme, mais j'aime bien, un buddy, donc un pote, on va dire. C'est très Startup Nation de dire ça, mais voilà, donc un buddy ou un tuteur ou un mentor, voilà, ce que vous voulez. Mais voilà, quelqu'un, en tout cas du collectif, qui va se porter volontaire pour accompagner la personne, même avant son intégration, pour répondre à ses questions. Voilà, pour à la fois répondre à ces questions, pour répondre à des choses très pratiques, à quelle heure on mange, comment est-ce qu'il faut s'habiller, voilà, enfin des choses dans ce genre-là, quoi, des trucs bêtes, mais on y pense tous généralement avant d'aller en poste. Voilà, donc ça vraiment, c'est aussi quelque chose qui a démontré sa force et sa puissance d'avoir justement, parce qu'on est un peu dans une logique d'ambassadeur interne, du coup. C'est hors échelon hiérarchique, et donc du coup, ça a plus de force, et du coup, bah, l'agent sera plus en mesure aussi de poser des questions et d'avoir des réponses adaptées en fait à ses besoins. Donc voilà. Et Et dans ce ces cas-là, de système, Buddy, moi, ce que j'aime bien, c'est les questionnaires inversés. C'est-à-dire, enfin, l'agent, il a son kit de bienvenue, machin, avec l'organigramme, les trombinoscopes. Alors ça aussi, c'est le piège, attention, ne mettez pas un nouvel agent dans son bureau la première journée avec tout un stock de documents à lire. Ça, il n'y a rien de pire. L'idée, c'est plutôt d'avoir ce stock de documents et que l'agent, on parle avec quelqu'un justement de la maison. Et l'idée, ce qui est intéressant sur ces échanges inversés, c'est que justement, bah, la personne pose des questions à la personne en poste, en fait. Et du coup, voilà, comme ça, la personne en poste, en plus, peut aussi apprendre des choses sur l'environnement plus général. Voilà, ça peut être une solution. et justement, en fait, cette personne-là, c'est un peu un système de parrainage. Est-ce que, Ouais. comment dire, est-ce que cette personne doit forcément pas. Enfin, je parle peut-être aussi pour la territoriale, qui sont peut-être à des échelles un peu moins grandes Mhm. que l'État, mais est-ce que c'est des personnes qui doivent être forcément dans le service ou c'est des personnes qui peuvent être dans l'établissement, dans la direction même, voire. Pas du C'est. tout. Je pense qu'on peut ouvrir très clairement au niveau de la structure, même d'un autre service, ça peut être tout à fait intéressant. Après, tout dépend de ce qu'on entend. Si on est dans une logique de mentorat, là, ça va être plus compliqué, effectivement, d'aller chercher quelqu'un qui est dans notre service, qui ne fait pas du tout les mêmes métiers. Voilà. Par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout du même service pour une action de tutorat ou de buddy, clairement, c'est tout à fait faisable parce que du coup, là, c'est plus une démarche d'intégration générale à la structure, voire au service public en général. Je reprends l'exemple que je disais en introduction. Tu vois, nous, au niveau du CVRH, on fait des tutorats pour les sorties d'école de l'IRA. Et ben, c'est tous mes collègues de chaque CVRH, moi compris, qui faisons ça pour des élèves qui sont sur l'ensemble de la France, quoi. On n'est pas dans le même service, on n'est pas dans les mêmes choses. Par contre, du coup, on est là pour les aider pour leur intégration dans le ministère, dans le service public, sur leur montée en compétences, sur tu vois, tous ces aspects-là. Donc, c'est tout à fait faisable. Et ça marche très bien. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui t'accompagne dans la visite des locaux, dans la Exactement. rencontre avec les autres directions, Exactement. etc. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est bien d'avoir quelqu'un de volontaire quand même, par contre. Ouais, Parce que si c'est ouais, quelqu'un de sinon, désigné qui n'a pas envie de le faire, ça peut être un peu compliqué. il y a Voilà, tout de suite peut-être un peu moins d'engagement dans la c'est ça. démarche. Exactement. Et du coup, l'expérience collaborateur, du coup, et puis même l'intégration, comment tu l'évalues, comment tu évalues sa satisfaction à la fois côté collaborateur, c'est-à-dire l'équipe qui était déjà en place, aussi l'intégrer, et puis peut-être le manager qui a forcément une position un peu, comment dire, de chapeau par-dessus aussi. Alors, du coup, pour mesurer la satisfaction des collaborateurs, donc comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une dimension d'amélioration continue. Donc, regarder ce qui a été fait, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, etc. Et là, du coup, ça va être des outils
assez simple, hein, j'ai envie de dire. Ça va être tout d'abord des entretiens tout à fait suivis, donc de la part du manager avec le nouvel intégré pour voir comment ça se passe, tout ça. Des baromètres internes, donc ça aussi, ça fonctionne très bien pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, des enquêtes flash, des boîtes à idées, aussi ne pas hésiter là-dessus. Il y a aussi des applications anonymes pour recueillir des commentaires voilà, sur une démarche. On peut soumettre ça à son équipe, par exemple, voilà, Klaxoon notamment, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, etc. Donc vraiment, voilà, des petites utilisations d'outils internes. Et puis alors, du coup, il y a quand même un outil qui me semble vraiment essentiel pour mesurer cette satisfaction, c'est surtout le rapport d'étonnement. Donc le rapport d'étonnement, c'est ce rapport qu'on va demander à un nouvel agent qui vient d'arriver en poste. Et généralement, moi, je conseille de le faire dans 6 mois, enfin sur une période de 6 mois, parce que du coup, ça laisse le temps aussi à l'agent de voir en fait comment ça se passe, ce qui c'est bien, ce qui se passe moins bien, etc. Et puis on n'a pas les mêmes attentes à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, etc. Parfois, ils se font à 1 mois, moi, ça me semble un peu court. Enfin, voilà. Et donc, au bout de 6 mois, en fait, c'est ce rapport d'étonnement qui est ouvert, vraiment ce que je disais tout à l'heure. Il faut se permettre aussi d'aller vers ce qui ne va pas. Et du coup, l'accueillir et l'analyser de manière bienveillante et objective, en fait, avec l'agent, avec la direction. Et du coup, ne pas hésiter à échanger avec, voilà, pour voir comment ça s'est passé, etc. Et puis le partager aussi avec le collectif. C'est intéressant, ça peut être bien aussi comme démarche pour voir, voilà, si certains peuvent dire, ah bah oui, moi aussi j'ai peut-être eu ça à une époque, machin et tout. Donc du coup, ça peut être bien aussi de le faire à ce moment-là. Mais du coup, voilà, donc il y a ça. Et en fait, on peut mesurer l'engagement, la motivation, la productivité. Grosso modo, c'est un peu les 3 piliers pour savoir comment ça s'est passé, le onboarding. Et du coup, l'engagement, ça va être vraiment de savoir, voilà, si c'est à la fois un engagement organisationnel, si comment ça se passe en fait pour le nouvel arrivant en fait dans un collectif. Est-ce que c'est corrélé à la performance qu'il a en fait dans la contribution à l'attente, enfin, etc. Ou alors ça va être un engagement plutôt professionnel qui est lié à la tâche, à l'activité plus précise en fait qui est déterminée pour l'agent. Donc là aussi, ça se mesure d'une manière voilà, par les enquêtes, les entretiens, etc. La motivation, c'est plutôt de la motivation personnelle. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais ça se voit quand même. On analyse à travers les entretiens, les boîtes à idées, les taux d'absentéisme, les demandes de formation, enfin les choses comme ça d'investissement. Et puis tout ce qui relève de la productivité, enfin on va dire, c'est peut-être un peu un gros mot dans le service public, mais ça fait aussi partie quand même du jeu. Là, c'est plutôt la mesure des objectifs qui ont été déterminés dès les premiers entretiens de prise de poste. Et donc là, on est sur des objectifs qui sont simples, des trucs smart, c'est très bien, donc on ne va pas aller plus loin. Et donc, du coup, on se base sur ces critères qui sont quantitatifs et qui sont standardisés. Et donc là, on peut voir comment ça s'est passé. Voilà. Mais du coup, voilà, on va vers un développement des compétences en général. C'est ça l'idée, surtout de savoir si la satisfaction, elle est là derrière. C'est de savoir si l'agent est épanoui et engagé derrière à la fin. Ça va être surtout ça, quoi. Petite question aussi, c'est plutôt sur des exemples de process d'intégration inspirants. Peut-être soit qui t'ont marqué, soit que tu as suivi. Soit que tu as suivi, soit qui t'ont marqué, soit aussi que peut-être tu connais, comment dire, qui sont en pratique peut-être ailleurs et dont tu as pris connaissance. Celui du CVRH. Non, ce qui est très, enfin, en exemple, du coup, moi j'aime bien l'exemple, voilà, ce que je disais tout à l'heure des buddies, donc des personnes ressources dans le service qui va accompagner le premier mois avec les entretiens inversés, des choses comme ça. Après, je voulais te parler d'une méthode en fait que l'on développe au niveau local et qu'on a accompagné un service l'année dernière, une direction départementale. C'est ce qu'on appelle le PIEC. Donc le plan individualisé d'évolution des compétences. Voilà, je vais y arriver. Et donc le PIEC, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est toute une démarche en fait qui est formalisée au niveau de la structure où en fait pendant le premier mois d'intégration d'un agent, on va mettre autour de la table l'agent, le manager, le service formation et un animateur. Donc, qui va être un petit peu à côté, mais qui va chercher les débats. Et l'idée, c'est de creuser sur ce que l'agent apporte dans le poste et dans la structure, plus généralement à travers les compétences qu'il a développées dans son parcours professionnel précédent, les attendus de la fiche de poste et du manager. Et en fait, derrière tout ça, ça va être de proposer en fait des parcours de formation formalisés, mais plus aussi. C'est pas que de la formation dans le sens pur et dur, on va dire. Ça peut être aussi du compagnonnage, du tuilage, ça peut être du mentorat, du tutorat, du coaching, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Mais du coup, ça a l'avantage de formaliser toute la démarche. Parce que là, du coup, on a tous ces acteurs autour de la table. Ça évite qu'on aille s'éparpiller à chaque fois, aller rechercher, avoir des entretiens à droite à gauche. Et à l'issue du premier entretien, on signe une espèce d'engagement en fait, à la fois de l'agent et du service,
à aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc, du coup, il a un plan de formation qui est établi, qui est monté et en fait, qui peut avoir des apports correctifs dans les prochains mois. Mais de grosso modo, ça garantit à l'agent d'avoir des outils pour être compétent et autonome après, on va dire sur 6 mois à peu près, c'est à peu près la démarche. Donc, le PIEC, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, le kit de bienvenue, si on a les moyens de le faire, c'est vrai que ça, bon, il faut avoir peut-être un petit peu de moyens, mais bon, aujourd'hui, ça peut se faire, une clé USB, un petit mug, voilà, une petite mallette. Si vous avez, allez voir, pour les collectivités, les offices du tourisme, parfois aussi, ils donnent aussi des choses comme ça, des tickets de réduction à la patinoire, des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir. Je dis ça d'expérience parce que j'en ai eu dans un de mes précédents postes. Donc, voilà. Voilà, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être sympas. Les journées d'acculturation, mais ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est 1 fois par an, parfois ou 2 fois par an. Donc, des fois, il y a des périodes qui sont un peu longues. Et moi, j'aime bien aussi des process qui intègrent justement ces espaces d'échange en fait entre les équipes, entre l'agent et les équipes, et voire même au niveau de l'équipe après plus général. Donc Slack, Osmose, LinkedIn aussi, des choses comme ça, qui permettent de la convivialité en fait hors tuyau, on va dire, et qui du coup sont assez intéressantes à mon avis aujourd'hui. Et je pense que d'autant plus avec les nouvelles générations qui sont comme des poissons dans l'eau avec tous ces outils-là, c'est encore plus intéressant dans ce sens-là. Et après, dernier point aussi, des exemples de process qui me semblent inspirants. Moi, j'aime bien ce qu'on fait dans notre ministère, je vais le dire encore une fois, parce que je trouve que c'est Allez au intéressant ministère. qu'on propose aux nouveaux arrivants, généralement aussi, d'avoir un entretien avec un CMC, un conseiller mobilité carrière. Donc, pour dire qu'un nouvel arrivant dans la fonction publique ou dans notre ministère, en fait, on va lui permettre d'avoir un échange avec nous pour voir les évolutions derrière. Alors, ça peut être sur ce poste, ça peut être sur un poste futur, ça peut être sur des choses comme ça, sur des passerelles. Voilà, vraiment une dimension d'accompagnement qui fait prendre en compte à l'agent qu'il est bienvenu dans le service public et qu'il a une place à jouer dans le service public dans sa généralité. Voilà, ça peut être aussi des ouvertures sur d'autres parcours, des passerelles vers la territoriale, vers l'hospitalière, voire du secteur privé, etc. Mais avoir un échange avec quelqu'un, voilà, un professionnel de l'accompagnement, ça peut être intéressant, comme avec un coach ou des choses comme ça, ou des séances de co-développement aussi, des choses comme ça peut être très bien. Voilà. Tu m'avais parlé de ça justement, notamment pour les nouvelles générations, qui pouvait être aussi quelque chose d'attirant et d'attrayant aussi pour les jeunes diplômés. C'était justement cette idée, comment dire, de casser un peu l'image de la fonction publique dans laquelle on rentre et dans laquelle on finit bloqué dans une carrière longue. Je te dis Et ça, moi. où tu m'avais dit justement que, c'était que l'idée d'avoir un accompagnement en fait qui Oui, oui. nous permettait de voir qu'en fait on n'est pas bloqué et qu'il Oui, y a tout un monde qui s'ouvre justement oui, quand on intègre la fonction publique et oui. qui nous permet d'accéder à plusieurs métiers, plusieurs compétences différentes. Tout à fait. Et ça, Robin, tu vois, pour moi, il y a 2 dimensions. Il y a à la fois, effectivement, la dimension d'accompagnement officiel qui va être fait par les CMC. Donc, les CMC, on en a dans les ministères, il y en a dans les CDG au niveau de la territoriale, il y en a parfois aussi dans les grosses collectivités, qui vont permettre, effectivement, voilà, d'aider à se projeter dans la fonction publique, sans a priori. Enfin, on est neutre, normalement, les CMC, on a une dimension de neutralité, on n'a pas intérêt à dire allez dans tel poste, vous faites ça et faites ça. Donc, du coup, ça, c'est intéressant, voilà, de se dire, OK, je ne ferai pas 40 ans du même poste, quoi. Ce qui était peut-être le cas il y a encore 30 ans, 40 ans, voilà, dans le service public, et montrer qu'il y a des vraies possibilités. Et je sais que vous le faites aussi au niveau de profil public, mais il y a une diversité de métiers dans les fonctions publiques d'État territorial qu'on ne soupçonne même pas. Et c'est vrai que du coup, on a des outils qui sont formidables, et pareil, qu'on ne connaît pas toujours, même en tant qu'agent public, pour découvrir, pour essayer, pour faire des passerelles, pour faire autre chose. Et ça fait partie aussi. Alors, c'est vrai qu'on arrive dans un nouveau poste, on va peut-être pas se projeter directement sur un autre poste, mais de montrer qu'il y a des perspectives d'évolution. Si on parle d'intégration service public, en tout cas, ça en fait partie pour moi largement. Et après, le deuxième point, c'est ce que vous faites au niveau de profil public et ce qu'on fait aussi, la plupart de, je vois de mes collègues là, qui sont aujourd'hui dans le chat, c'est aussi la logique d'ambassadeur de ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vachement important parce que c'est de montrer que voilà, on fait des choses qui sont créatives, qui sont innovantes, qu'on n'a pas tous des mêmes parcours, qu'on peut faire carrière dans le secteur public sans passer de concours, qu'on peut passer des concours, que si on a un concours, on peut changer de corps, on peut changer
de ministères. Enfin, voilà. Et ça se fait à travers des témoignages. Alors là, il n'y a rien de mieux quand c'est vécu, quoi, quand c'est quelqu'un qui le présente et qui le partage à une collectivité, à une communauté. Donc sur LinkedIn, sur Osmose, sur tous les salons de l'emploi, les choses comme ça. Et ce que vous faites aussi avec vos vidéos témoignages, et bravo pour ça, parce que c'est vraiment ça. Voilà. Moi, je suis convaincu que le service public, c'est un bel outil. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne soupçonne pas, qui a beaucoup changé. Et il faut en parler. Et ça fait partie de notre mission. Voilà. Et d'ailleurs, ça, tu avais aussi mentionné, c'était un travail aussi avec les écoles, Oui, parce que tu avais fait la distinction entre la fidélisation à la fois au poste oui, et à la fidélisation au statut aussi, qui était quelque oui, chose qui était peut-être ouais, tout à intéressant fait. à développer justement pour l'intégration En fait, je passe ça maintenant des jeunes, souvent. quoi. Voilà. Ouais, effectivement, c'est surtout les intégrations effectivement des concours externes, les gens qui arrivent dans le service public. Et généralement, très souvent, ils peuvent passer par des cases écoles, hein, donc des écoles soit d'État, soit des écoles de la territoriale aussi. Hein, je crois qu'il y en a aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Voilà. Et donc, du coup, ça va être aussi à ce moment-là, hein, dans ces temps de formation initiale du service public, que vont aussi se faire ces parcours, hein, justement, d'évolution, d'intégration dans le secteur public. Et là, je sais qu'alors au niveau du CMVRH, je sais qu'on travaille parfois avec des écoles, notamment on a une école d'ingénieurs à Lyon, le NTPE, on a les IRA aussi qui nous invitent régulièrement, enfin les choses comme ça, pour justement aller parler un peu de tout ça, et d'accompagner ces nouvelles personnes. Ça fait partie, effectivement, l'accompagnement fait partie intégrante de l'intégration. Et après, effectivement, quand on arrive sur un poste, c'est encore autre chose parce que du coup, là, on est dans une logique d'intégration sur une structure. Donc, on n'est peut-être plus au niveau du service public, mais pour autant, on est quand même très lié parce que voilà, la structure porte le service public forcément. Et donc, du coup, il faut toujours faire la bascule entre les deux. Mais c'est peut-être pas les mêmes logiques après. Voilà. Après, on n'en a pas trop parlé, mais les logiques des structures, il y a aussi tout ce qui est des logiques des bassins d'emploi en souffrance. Hein, voilà, je sais que nous, sur le territoire sur lequel je travaille, on a certains bassins d'emploi qui sont plus compliqués en termes de recrutement. Et là, du coup, au niveau de la structure, il y a un effort à faire, au niveau intégration pour aussi fidéliser les agents et permettre à ce qu'ils restent éventuellement en poste sur un territoire. Je parle génial. beaucoup. Je suis désolé. Non, franchement, Ah non, non, c'est non, c'est super génial. intéressant et c'est vrai que ça soulève tellement d'enjeux Ouais. et je pense que c'est en tout cas un beau panorama. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a des questions qui sont arrivées au fil de l'eau et de vos échanges. Peut-être on va pouvoir en prendre quelques-unes pour que Luc, vous puissiez avoir le temps d'y répondre. Il y avait des réactions par rapport au rapport d'étonnement. Mhm. Le premier, il y avait une question, je crois, une des premières, c'était de savoir qu'est-ce qu'on y mettait, est-ce que vous avez des exemples types? Et la deuxième, c'était 6 mois semblait un peu long pour avoir les premiers rapports d'étonnement, pardon, notamment dans le cadre de l'emploi de contractuels. Oui, c'est vrai. Et C'est donc, vrai et aussi. donc, effectivement, si des onboardings sont un petit Mhm. peu ratés, de laisser trop de temps pour avoir Ouais, tout à des fait. retours. Je vous Ouais, laisse tout à fait. peut-être C'est vrai que dire 2 mots, Luc. il nous faudrait 3 heures pour évoquer tous les cas particuliers, contractuels, tout ça. Ouais, c'est effectivement 6 mois, c'était dans le cadre d'un agent titulaire, généralement, qui viendrait au moins sur 3 ans de poste, on va dire minimum. Pour le rapport d'étonnement, alors moi, à mon avis, il n'y a pas. Alors, je crois que Karine vient de me partager, je ne sais pas si c'est le rapport d'étonnement kit d'intégration. Non, c'est pas ça. OK. Donc, rapport d'étonnement, il y a plein de modèles. Si vous regardez sur Google, vous cherchez, machin. Mais c'est ce que je disais, moi j'ai envie de dire, vous pouvez en formaliser un au niveau de votre structure, ce qui est tout à fait faisable, mais dans tous les cas, il faut que vous retrouviez dedans les éléments d'intégration, conditions matérielles. Donc ça me semble aussi très important, de savoir comment l'agent a été accueilli en termes logistiques, en termes informatiques, tout ça, machin. Son ressenti par rapport aux attendus du poste, par rapport à comment il s'est senti, ce qui est dans la fiche de poste, ce qu'il a été permis, machin, les moyens qui ont été mis à sa disposition aussi pour monter en compétences, la formation, les choses comme ça, résumer un peu tout ça. Et du coup, les points positifs et surtout les points négatifs, les deux. Ça, c'est aussi très important, de vraiment autoriser ce dialogue-là, de dire, c'est pas l'idée de faire un rapport en disant c'était super, j'adore, machin. Et c'est là le piège, justement, si on le fait pour les agents contractuels avant la période d'essai. Vous aurez des rapports d'étonnement qui seront biaisés parce qu'ils vont vous dire c'est super. Voilà. Donc, du coup, il faut le faire après la période d'essai, une fois qu'elle est validée. Ça, c'est clair et net. Donc c'est ça aussi, cette idée-là, quoi. Et au bout de 6 mois, c'est vrai que ça permet aussi de voir, c'est pas toujours rose tout le temps. Ça permet d'appréhender un peu mieux toutes ces facettes-là. Mais du coup, non, j'ai pas un modèle spécifique. Je pourrais vous envoyer le mien si vous voulez. Mais voilà. Mais après, c'est plus des éléments. C'est un peu du bon sens, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui vous a étonné. Voilà, dans le positif comme dans le négatif. C'est ça l'idée. Merci beaucoup, Luc. Et une autre question, c'est
toujours sur le côté un petit peu pratique, inspirante, est-ce que vous avez des exemples de programmes ou de journées matinées d'intégration créative qui peuvent Ouais. être considérés comme des bonnes pratiques? Alors, j'ai envie de dire, bon, déjà, on va commencer par le café, ça, c'est le minimum, hein, voilà, Les donc café croissants. avec l'équipe, voilà, soit avec l'équipe, soit carrément avec la structure. Si vous n'êtes pas une trop grosse structure, c'est faisable, hein. Ça ne coûte pas trop cher à faire et tout. Après, ce qui peut être bien, c'est de faire des serious games, enfin des choses comme ça. Donc, il y a moyen de trouver, voilà, comment on appelle ça? Vous voyez, des escape games, des choses comme ça. Je sais que, encore une fois, je vends un petit peu ma paroisse, mais le CMVRH est aussi formé là-dessus, voilà, pour accompagner des services sur des jeux de rôle, en fait, hein, des espèces de jeux escape game, en fait, sur des thématiques comme ça. Ça peut être comme ça peut favoriser du collectif. Mais après, vous pouvez faire quelque chose de très simple, hein. Ça peut être un jeu de piste au sein des locaux, ça peut être un qui est qui, enfin un truc, ça c'est assez rigolo aussi. Enfin, c'est une espèce de jeu, voilà, où on Vie pose ma vie. Ouais, voilà, une espèce de vie ma vie en direct, voilà. Je pense que Robin vient de la Savoie et pas de la... J'en sais rien, voilà. Enfin, je viens de la Savoie et puis il y a Robin qui dit bah, c'est moi, machin, et puis il raconte voilà, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Ça peut être assez ouvert là-dessus. Donc, escape game, jeu de rôle. Après, ça peut être des présentations aussi un petit peu originales, hein, par service. Par exemple, s'il y a plusieurs nouveaux arrivants qui arrivent le même jour, ça peut être regroupé. Et du coup, chaque service peut présenter qui il est, comment il fait, de manière tout à fait originale. Voilà, ça peut être des vidéos, ça peut être des interviews croisées, aussi des choses comme ça. Voilà. On avait fait un jeu l'année dernière, hein, c'était le nouvel arrivant aussi arrivait avec 3 affirmations. Il y en avait une qui était fausse, enfin 2 qui étaient fausses et une qui était vraie. Enfin voilà, des choses comme ça qui cassent un petit peu aussi le côté trop formalisme, hein, on va dire. Voilà. Mais après, non, j'ai pas un parcours type, voilà, par rapport à tout ça. Je pense que vraiment, là, sur le coup, vous pouvez vous permettre. Faut garder en fait faut une harmonisation plus au niveau du process dans sa globalité. Mais après, je pense qu'il faut permettre quand même un minimum d'adaptabilité en fait pour chaque service, pour chaque manager en fait par rapport aux conditions dans lesquelles il évolue. Un service de 500 personnes n'aura pas les mêmes moyens qu'un service de 30 personnes forcément. Ou voilà, fonction publique d'État, hospitalière, territoriale, c'est pas les mêmes à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez, on va pas tarder à clôturer. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser à Luc ou à Robin pour rebondir sur les échanges. Je vois qu'il y a des documents qui ont été partagés dans le chat. N'hésitez pas aussi à vous les approprier. Et aussi peut-être vous dire que si cet échange vous a plu et peut être utile à des collaborateurs ou à des connaissances, un replay sera publié dès demain et disponible sur profilpublic.fr, du coup la plateforme Profil Public. N'hésitez pas aussi à le partager. On a une petite question technique sur les acronymes. Alors, moi qui n'aime pas les acronymes, je me fais un plaisir de vous la poser, Luc. Qu'est-ce que Alors, le CMVRH? CMVRH, ça signifie Centre ministériel de valorisation des ressources humaines. C'est une entité, Véronique, qui dépend du ministère Transition écologique. Et du coup, ce que je disais, on est dépendant de la DRH de notre ministère. Et on est, en fait, CMVRH, c'est l'entité nationale. Et du coup, on est séparé en entités intra-régionales, on va dire, qui s'appellent les CVRH. Et donc, on est chargé de tout ce qui est formation continue de nos agents et tout ce qui est accompagnement dans les parcours professionnels et les services voilà, dans les transitions et les choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Au niveau du ministère, on a un très bon ministère. Ah, c'est vrai. Sur le coup, franchement, on a des belles opportunités. Écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. En tout cas, merci beaucoup, Luc. C'était super intéressant. C'est un sujet, effectivement, vous l'avez mentionné, mais nous, on travaille sur la marque employeur et l'attractivité globale du secteur public. Et effectivement, on a parfois tendance à penser que la marque employeur s'arrête à des enjeux d'image et à des enjeux de communication. Ce n'est pas le cas. C'est tout un process de recrutement qui est impacté et évidemment, ça englobe aussi des enjeux de transformation interne des pratiques. Je pense qu'on en a parlé et qu'on a soulevé beaucoup de leviers. L'idée, c'était aussi d'avoir des choses opérationnelles. Robin, un grand merci d'avoir animé, d'avoir porté ce sujet qui est effectivement, je pense, intéressant pour tout le monde. Je te laisse aussi peut-être clôturer et puis on pourra se quitter. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des dernières questions, on les prend. Merci beaucoup à Profil Public et merci surtout à Luc de la Sonnerie d'avoir été avec nous. Aussi bien pour la richesse des échanges, mais aussi pour ton dynamisme et puis ton envie qui est vraiment
qui émane, et qui vient vers nous vraiment. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange et puis et j'espère aussi que ça vous a plu. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pareil pour l'invitation. C'était un plaisir de collaborer avec vous. Plaisir partagé. Merci à tout le monde aussi de nous avoir suivis et puis bonne reprise des activités. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous tous.